Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire consacré à la transformation, puisque cette semaine, nous avons organisé avec l'Association des cadres bretons 3 webinaires, le premier étant basé sur le Covid-19 et ses impacts concernant les technologies, concernant l'économie. Hier, nous sommes arrêtés sur les organisations et sur les structures, l'impact sur la transformation des structures et l'adaptation avant le déconfinement. Et aujourd'hui, puisque ce qui est ressorti de chacun de ces deux premiers webinaires, l'humain est au centre de tout. Et nous accueillons Arnaud Collery, qui va aujourd'hui nous aider à comprendre ce qu'est la résilience, à comprendre comment on peut se réinventer, se préparer en période de crise à un déconfinement qui est très, très, très prochain. Pour commencer, je vais donner la parole à notre président, Gaël Patou. Est-ce que Gaël, tu es là? Tu nous entends? Est-ce que tu peux prendre la parole ou... Allô, allô? Alors, nous n'entendons pas Gaël. Ah, j'ai une connexion de très très mauvaise qualité. D'accord. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Bonjour à tous. Effectivement, très belle qualité de soirée et d'intervention, courte, bien envoyée, avec des vrais professionnels. Donc, bravo les garçons, c'est l'esprit ACB, la Bretagne offensive. Et je vous laisse avancer. Je crois qu'on va être près de 60 ce soir, donc ce qui est très très réjouissant. Allez, à vous de jouer. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Pardon? Oui, voilà ce que j'allais dire. On peut donner la parole à Benoît qui va faire une petite introduction. Oui, bonjour à tous. De Bretagne. Oui, tout à fait. Moi, je suis confiné à Pléneuve-Valandré, donc qui est un endroit merveilleux. Donc, au nom du Conseil et de Gaël qui vient de vous saluer, eh bien moi-même, je voudrais tout simplement d'abord vous remercier d'avoir trouvé dans votre agenda une petite heure pour profiter des expertises et vous dire que nous sommes fiers au niveau du conseil d'administration de pouvoir prendre notre part dans la contribution au Covid et surtout à l'après-Covid. Alors, au-delà de faire en sorte qu'aux fins d'après-midi soit plus riche et soit un exercice de respiration, grâce à la contribution très active de Marc et de Christophe Aubrier et Marc Beauvieux, eh bien, on va poursuivre et on y reviendra certainement en conclusion. L'objectif, c'est que derrière les adhérents de l'ACB, derrière les participants à ces webinaires, il y a un maximum d'initiatives. Nous sommes là au niveau du Conseil pour porter ces initiatives et modestement, au titre de cette association, eh bien, être ceux qui vont permettre à la Bretagne, aux Bretons qui sont dans la diaspora, qui sont dans les départements bretons, qui sont parisiens et qui sont d'ailleurs, eh bien, de pouvoir reprendre leur avenir en main et modestement y contribuer. Donc, je vous laisse tout de suite la parole parce que nous avons la chance d'avoir avec Arnaud Collery un intervenant de marque. Allez, merci beaucoup. Et profite bien du soleil breton, hein, parce que c'est un endroit où il fait beau tout le temps, c'est bien en Bretagne. On va commencer par une petite vidéo avec une touche très très positive. Je vous laisse apprécier, c'est Marc qui a partagé ça avec nous hier. Donc je lance cette petite vidéo très très agréable et je vous laisse méditer sur l'avenir qui nous attend. Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars.
We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear, and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new. And every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Eh bien voilà une belle vidéo qui nous permet d'imaginer le meilleur pour l'avenir. Alors Marc, tu avais peut-être un petit peu de commentaires à faire. Je voulais créer un petit lien avant l'intervention d'Arnaud pour vous dire d'abord, alors je ne sais pas si pour vous c'était le cas, mais la qualité de la vidéo n'était pas terrible parce qu'il devait y avoir beaucoup de monde là sur le réseau. Donc pour ceux qui le souhaitent, on leur transmettra la vidéo initiale parce qu'elle est quand même très chouette. Et ce qu'on voulait vous transmettre, en fait, c'est l'idée que sur ces 7 milliards d'êtres humains, manifestement, il y en a pas mal qui ont envie que ça change, en fait, qui ont envie qu'il y ait des choses qui s'ajoutent. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est le fait que, manifestement, depuis de trop nombreuses années, les économies et les êtres humains fonctionnent avec un seul axe d'analyse, qui est l'axe profit et leur axe individuel. Et il faut peut-être alors c'est une base absolument nécessaire, on a tous besoin de payer nos factures, mais l'idée c'est qu'il faut peut-être complémenter tout ça d'autres axes d'analyse. Et une des idées qui peut être intéressante, c'est l'idée de John Elkington, des 3 P, Profit, People and Planet. Donc cette idée n'est pas nouvelle du tout, puisqu'il a émis cette idée en 1994. Donc il faut savoir que ce monsieur, il est toujours de ce monde, il a 70 ans, et il a très envie de voir les 10 ou 20 prochaines années pendant lesquelles il souhaite bien travailler, pour voir justement comment ce monde, People, Planet and Profit, va pouvoir évoluer. Et je voulais juste partager avec vous le fait que tous les axes vont devoir évoluer, c'est-à-dire que sur l'axe Profit, par exemple, aujourd'hui, on a notre coût individuel. Quand on est salarié, on connaît le salaire qu'on va avoir, mais on sait aussi le coût pour l'entreprise. Demain, il faudra aussi que l'on sache, quand on prend son billet d'avion, par exemple, quel est le coût pour soi, mais aussi quel est le coût pour les autres. Et de la même manière, sur les axes planète, bien entendu, il va falloir avoir une empreinte carbone. Et sur l'axe social, pour moi, c'est un des enjeux absolument majeurs, c'est qu'il va falloir trouver toute une série d'indicateurs pour que les gens puissent enfin mieux vivre ensemble. Voilà. Donc, sur toutes ces belles envies que l'on se transforme, je vais passer la parole à Arnaud, qui va nous expliquer comment on va pouvoir tous travailler ensemble à faire ça. Merci. Arnaud, je t'en prie, voilà, présente-toi un petit peu rapidement et puis attaquons le vif du sujet, quoi. Plongeons dedans rapidement. Plongeons. Et voilà, plongeons, ça m'impatient. En tout cas, merci pour m'avoir invité, Christophe. Je me rappelle encore quand je t'ai rencontré, c'était le 10 octobre
cette année. C'était à France Digital, pour ceux qui connaissent, un networking dans tout ce qui est start-up. Et je me suis dit, ce gars-là, je vais travailler avec lui d'une façon ou d'une autre. Et puis, on va commencer à faire des choses bientôt. Et on est déjà, voilà, on fait des petites choses. Donc, merci de m'inviter tous. Je suis un tout petit peu lié à la Bretagne parce que ma mère, pendant 20 ans, s'occupait du Festival interceltique de Bretagne. C'était la directrice communication, donc j'y allais de temps en temps à Lorient. Et j'ai eu l'occasion d'apprécier dans mes nombreux voyages à l'étranger. J'ai vécu 10 ans à New York, 4 ans à Tokyo, 2 ans en Chine, un peu en Afrique du Sud, etc. Et dans chaque pays, les Français les plus soudés que j'ai rencontrés étaient soit de la communauté juive, soit bretons. Et chaque fois, je me suis dit, c'est dommage que je suis quand même ni l'un ni l'autre parce que vous avez une force et donc je suis très content de faire quelque chose avec vous. Merci. Si je peux amener une petite chose. Rebondir très vite. Merci pour ce petit film. Superbe. Et je pense que tout est lié, si tu veux, de remettre des petites choses. Ça fait partie de la psychologie positive, de l'entertainment positif, hein, du divertissement positif. Ça nous aide chaque moment. En ce moment, je fais des vidéos sur la résilience pour un groupe qui s'appelle CMA. Vous connaissez peut-être le groupe de Chic à Marseille. Et notamment, une des petites formules que je leur dis, c'est de regarder même 5 minutes par jour des petites vidéos positives comme ça. Moi, je vous conseille, pour ceux qui ont un anglais suffisant et qui aiment ça, de s'inscrire à masterclass.com. Ils ont des vidéos inspirantes d'artistes sur leur métier, sur la créativité, qui, en tout cas, moi, me donnent du peps chaque jour. Effectivement, la réinvention, la résilience, c'est mon truc, c'est mon dada. J'ai changé une 12aine de fois de vie dans 7 pays. J'ai connu des dépressions, des faillites, des petites boîtes dans plein de domaines différents. J'avais commencé dans la finance il y a 20 ans avec un diplôme de finance, en salle de marché, banque d'affaires, etc. Puis au bout de 2 ans, comme tu l'as dit, Marc, moi, ce n'était pas mon truc. Je voulais faire du purpose direct. À 22 ans, je savais que je voulais avoir un impact sur les gens, humains, sur la planète. Et donc, voilà, il a fallu que je sorte très vite de ce métier. C'était pas pour moi à l'époque. Et depuis 20 ans, toutes sortes de choses. Et depuis 6 ans, je suis coach à temps plein là-dessus, sur la réinvention. J'ai monté quelque chose qui s'appelle standupforpassion.com. Et on a fait des événements, des workshops sur quelques 30 pays depuis 6 ans. Et on a mis en avant surtout quelques 300 entrepreneurs sur scène à parler de leur réinvention, résilience. Donc, ce que je vais vous donner, c'est plein de points que j'ai appris sur le tas, que j'ai appris en coachant les autres, que les autres m'ont appris, ou dans divers pays, etc. De ce que j'ai compris, il y a beaucoup de définitions de ce que c'est que la résilience. Mais celle que je préfère pour moi, c'est vraiment celle d'être dans une structure mentale où le but, c'est de réduire les conséquences négatives et d'augmenter les meilleures choses de soi-même. J'ai l'habitude de le dire en anglais, désolé, but to get the best of yourself. Donc, c'est d'augmenter les meilleures choses de soi et de réduire les conséquences négatives. C'est ce que c'est que la résilience. Je l'expliquais hier à Christophe et Marc. Il y a la résilience souvent un peu intellectuelle, philosophique qu'on entend en France, qui est celle de Boris Cyrulnik, qui est un gars génial, si vous ne connaissez pas, à connaître. Mais lui, il entend la résilience sous l'aspect de qu'est-ce qu'on peut construire ou comment on peut se reconstruire après les faits, l'expérience, le moment dramatique de notre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est plus à l'américaine, donc j'ai plus une vision américaine de la résilience. Là, j'étais basé pendant 10 ans à New York et je viens de m'établir à Bordeaux il y a quelques mois et je vois vraiment la différence entre la façon d'être en France et les États-Unis. On intègre la résilience dès le départ, c'est-à-dire qu'on se réinvente dès maintenant. Là, ce matin, un de mes potes qui a monté une grosse start-up américaine, avec 40 millions de dollars. Là, ils veulent rester en business, ils ne veulent pas mourir et pourtant, ils sont dans le hôtel business. Ils ont dit, on ne veut pas mourir. Ils ont envoyé un email à tout le monde. On va louer nos gars, on va louer nos ingénieurs. Donc, ils vont essayer de gagner de l'argent sur leurs ingénieurs tout en gardant l'esprit d'entreprise. Et voilà, c'est la méthode américaine. Joe de Santa, que je suis beaucoup parce que je viens du monde de l'événementiel. Donc, encore une fois, le métier dans lequel j'étais, là, surtout depuis quelques années, en tant que coach, moi, j'étais coach, mais dans l'événementiel, dans des kick-offs d'entreprise,
ou des productions d'événements, comme vous savez, l'événementiel est mort. Donc, je suis déjà en train de me réinventer. Dio Santa, qui dirige une plateforme qui s'appelle Spartan Race, tous les matins, il se lève à 5 heures du matin, il se dit on va trouver une façon de se réinventer dans les 6 mois. Ça va être très dur, mais on va y arriver. Et pour moi, c'est ce que c'est que cette résilience. Après l'avoir fait pendant 20 ans dans divers secteurs, et surtout après avoir travaillé avec 300 personnes sur scène et 1000 en privé, 1000 entrepreneurs sur leur réinvention, leur résilience, il y a quelques petites choses que j'ai vues qui sont revenues en permanence et en permanence. Un, c'est le storytelling. C'est-à-dire, pas le storytelling, malheureusement en France, on pense en storytelling en termes de marketing, je ne sais pas pourquoi. Le storytelling, la base, l'essence même, c'est vraiment de comprendre votre histoire de vie. Et ça, tous les gens qui sont dans une situation difficile, qui ont besoin de se réinventer ou qui vivent un événement difficile, même si ça prend du temps, il faut se poser pendant plusieurs heures, ça prend normalement plusieurs jours, voire plusieurs mois, en tout cas 2-3 semaines minimum, et vraiment se demander quels ont été les grands pivots de ma vie. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui? Donc, non seulement de se poser, d'être seul quand on se pose ces questions, de comprendre, de donner des adjectifs précis sur comment nous, on a vécu ce qui s'est passé du moment traumatique souvent, et comment ces événements nous ont construits. Et de réaliser, et il y a quelque chose de super positif, c'est que de réaliser que ce qu'on est dans notre côté génial, dans nos côtés géniaux, ça a été souvent construit par les événements négatifs. Donc, de dire, OK, je suis dans un événement encore négatif, là, où je suis en train de perdre ma boîte, ou un ami est en train de mourir du Covid-19, ou la plupart des gens ont une psychose de dingue. Eh bien, moi, je sais que je vais quelque part, il ne faut pas que ça semble léger, mais profiter de cette crise au niveau personnel. C'est-à-dire que je vais me construire encore plus. Je vais comprendre qui je suis. Je sais que je vais me créer, il y a quelque chose. On va parler beaucoup de gratitude dans mon métier de coach, bien sûr, tous les matins. Il faut se lever avec de la gratitude. Déjà, je pense que les 80 millions de Français qu'on est, voilà, on a gagné le jackpot, comme un copain français que j'ai rencontré à Dubaï a dit, on a gagné le jackpot juste en étant français, avec la sécurité sociale, avec ce beau pays, etc. Rien que pour ça, on a jackpot. Donc déjà, de se faire cette gratitude chaque jour, et puis les gratitudes surtout personnelles. Qu'est-ce qui a fait que, encore une fois, on s'est construit comme on s'est construit jusqu'à maintenant? Donc, c'est 3, 4, 5 grands événements qui ont fait que ce que vous faites aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Moi, le fait que j'ai tout paumé lorsque j'étais producteur de cinéma il y a exactement 10 ans, à avril 2010, j'avais fait un film, on avait levé $500 000, impossible à le distribuer pour plein de raisons. Mais c'est grâce à ça que je suis devenu coach aujourd'hui et que je suis très bon dans le coaching parce que je sais ce que c'est d'avoir été au fond du trou. Et j'étais aux États-Unis, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'assurance d'ACDIC. Je me suis retrouvé à 36 ans avec 2 000 €. Et donc, je sais ce que c'est que de remonter petit à petit. Et donc, maintenant, je suis reconnaissant à la vie de m'avoir donné ce moment de vie qui a été difficile. Je pense que c'est très important. Donc, le storytelling, c'est un élément passionnant, fascinant sur lequel il faut vraiment se poser. Et n'hésitez pas à aller aux gens qui vous entourent. Quand je dis aux gens qui vous entourent, bien sûr, sans les toxiques. Sans les toxiques, il faut les éliminer de notre vie, les éliminer en tout cas en termes de temps, c'est clair. Et de se concentrer sur ce que disent les gens les plus proches de vous, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la famille, dans le monde de vos connaissances, et de leur poser des questions. Qu'est-ce qui fait que tu crois que j'ai toujours été bon dans un domaine ou l'autre? Et puis de noter, de se comprendre ces adjectifs qui vous caractérisent. Il y a énormément d'exercices que je pourrais faire là maintenant, on n'en a pas le temps, mais ce storytelling, cette gratitude, et puis cette discipline mentale. J'ai passé toute une vidéo avec le groupe CMA, ils ont distribué nos vidéos aux quelques 100 000 employés, sur se faire une discipline mentale chaque matin. Donc, une fois qu'on a travaillé sur cette gratitude, travaillé sur cette visualisation, cette intention qu'on veut avoir, une fois qu'on retourne à un nouveau normal, comme tout le monde est en train de le dire. Moi, je vous le dis, dans l'événementiel, on dit que ça va repartir dans 3 ans. Et moi, je ne compte pas dessus, je suis en train de retransformer mon business. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même une vision à 3 ans de ce que je veux que ma vie soit et des gens autour de moi, de l'énergie qui se développe, etc. Donc, je vois à 6 mois, je vois à 3 ans.
Et je suis en train de me construire aussi cette discipline dès maintenant. C'est-à-dire ce qu'on est en train de construire maintenant, ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui est positif que je peux garder maintenant pour peut-être les 3, les 5, les 10 prochaines années. Donc le storytelling, la gratitude, cette discipline mentale qui commence par cette visualisation où on va être. Et donc, ce n'est pas simplement où on va être en termes de… Il faut peut-être couper le… Oui, non, j'ai retiré. Je le réactiverai. Il y avait une intervention. Vas-y, je t'en prie, Arnaud. De rien. Et puis après, dans cette discipline mentale, c'est de se structurer. Moi, là-bas, je suis un artiste quand même. Même si j'ai fait finance, j'ai fait des films, j'ai toujours aimé écrire la scène. Et pourtant, là où je suis le plus structuré, c'est quand il y a du chaos, quand ça ne va pas. Et quelque part, c'est bien. Moi, ça m'aide à me structurer. Mais ce qu'on est sûr, c'est que c'est pour ça que, même si je suis un créatif, ce que je lis en termes de résilience et de discipline, c'est ce que font les militaires. Je lis rarement ce que font les militaires hors situation de crise, mais en situation de crise, les anciens du GPIN ou du RAID en France, etc., sont ceux que je suis avec assiduité. Et là, c'est une structure mentale au terme de discipline, ce que je fais heure par heure. Et de dire à l'avance, je vais me donner une demi-heure de libre, je ne sais pas, entre 4h et 4h30 pour être moi-même. Je vais donner 2 heures de mon temps avec ma famille de telle heure et telle heure. Par exemple, on est chacun différent, mais cette structure, discipline mentale par heure. Et puis enfin, une des choses les plus importantes dont on ne parle jamais, surtout en France, c'est track the progress. Ça, je ne vois aucun leader français qui me parle de ça parce qu'on a cette attitude et puis on vient du monde de Descartes, de la raison, tout ça. Jamais de l'émotion, jamais du côté positif. Donc, ce qu'il faut, je pense, l'une des choses la plus importante, c'est de suivre l'évolution des progrès, quels qu'ils soient, dans quel que soit le domaine. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en termes de psychologie positive, on se dit toujours il faut aller là où ça marche. Quelle que soit la chose qui marche. Je m'entends. Par exemple, le progrès, c'est, voilà, on fait un webinaire, il y a aujourd'hui 25 personnes, demain, il y en aura 26. On a gagné. On a fait juste un petit progrès. Moi, j'ai fait un progrès, je lance une nouvelle classe, j'ai formé plein de gens, je lance une nouvelle classe à partir de mardi sur la réinvention. Ça fait des années auxquelles je pensais. Voilà, je lance une classe en ligne, on va être 10. Passionnant. Voilà, j'ai fait un progrès. C'est une autre corde à mon arc que je suis en train d'acquérir grâce à cette crise en tout cas. Pas que du coaching, mais voilà, c'est une classe structurée. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Et chaque soir, en allant dormir, se demander quelle petite chose j'ai progressé, même un tantinet. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit des conversations profondes et de qualité avec des gens qui sont de votre entourage. C'est Rockefeller qui avait dit que le succès ou le bonheur de quelqu'un se mesurait à la qualité des relations long terme que vous avez. Et ça, j'en suis tellement persuadé que chaque fois qu'on remet un business en route ou une relation amicale ou une nouvelle relation personnelle, quelle qu'elle soit, c'est souvent le fruit d'une relation de qualité à long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent au Japon. J'ai passé beaucoup de temps. C'est surtout là-dessus, d'ailleurs, au Japon, sur cette qualité à long terme. Et ça, en termes de résilience, on y revient souvent. Alors, je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais il y a 2-3 concepts. Si, on a du temps, on a un petit peu de temps. Vas-y, je t'en prie. Il y a 2 concepts un petit peu scientifiques. Bon, il y en a plein là-dessus. C'est le concept de neuroplasticité. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on en parle. Avant, on avait toujours, et moi-même, j'en étais coupable, à 25 ans, 30 ans, comme tout le monde, je pensais que voilà, j'ai 30 ans, je vais être de moins en moins intelligent, je vais pouvoir faire de moins en moins de choses, alors que la science a prouvé qu'il y a cette neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on a 7 milliards de neurones, et plus tu les utilises dans un domaine particulier, plus tu vas les faire marcher. C'est pour ça que souvent un coureur va devenir de plus en plus, il aura cette intelligence spatiale, comme un conducteur de taxi à Londres, il est beaucoup plus intelligent que n'importe qui d'entre nous, simplement parce qu'il conduit son taxi tout le temps à Londres, et donc se demander dès le départ dans quelle intelligence je vais aller, et de savoir que même dans ces périodes de résilience, donc là je vais vous parler d'un exemple qui pour moi est flagrant, qui est
c'était pas le capitaine d'ailleurs, c'était l'amiral Stockdale aux États-Unis, l'un des plus bels exemples de résilience. Pendant 8 ans, il a été confiné, c'est le cas de le dire, isolé et torturé dans une prison vietnamienne. Mais chaque jour, il s'est dit la même chose. Qu'est-ce que je peux apprendre? Il a appris des mots de vietnamien. Qu'est-ce que je peux apprendre de la relation humaine? Simplement en grinçant avec son petit ongle, il arrivait à créer des conversations avec ses collègues de cellule qui étaient par des espèces de bambou, je ne sais pas pourquoi. Donc chaque jour, voilà, il était en train d'évoluer quels étaient ses petits progrès et dans quoi il pouvait devenir plus intelligent. Alors chaque fois, ça lui prenait 3-4 jours de se remettre d'une séance de torture, mais chaque fois, il reprenait. Il y a ce concept aussi en résilience que j'adore, qui est, c'est souvent lié, hein, l'esprit de résilience, à rebondir, bouncing back aux États-Unis. Mais plus loin que ça, c'est bouncing forward, c'est-à-dire on retourne à quelque chose qui est dans le futur, qui est encore plus grand, qui est encore plus supérieur. C'est pour ça que souvent beaucoup d'entreprises dans le monde se sont créées en période de guerre, en période de crise, ou les gens qui ont fait fortune, ou même les gens qui… Et même dans les relations personnelles, souvent il y a beaucoup de beaux mariages qui sont faits, ou des belles histoires d'amitié, on le sait tous, qui sont nées dans les moments difficiles. Et de se rappeler ça, que les belles histoires d'amour, les belles histoires d'amitié, les belles histoires de business, souvent sont nées dans des moments difficiles. Voilà, se le rappeler. Il y a Kumi Nado, qui était je crois qu'il vient de changer de poste, mais il était encore président de Greenpeace il y a 1 an, 2 ans. Je l'avais vu à Amsterdam. Et il avait dit cette phrase superbe qui est « Les plus belles histoires de résilience sont pas celles que vous voyez sur les Paris Match, en gros, etc., sur le papier glacé, mais sont celles qui sont autour de vous, les histoires de résilience, les histoires de résilience, pardon. Donc, celles que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, celles que vous voulez créer. Donc, moi, je me suis rappelé toujours, quand on a commencé à être confiné, il y a 2 mois, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de plus? Avec qui j'ai envie d'approfondir ma relation d'amitié, personnelle, de business, etc. Donc là, il y a une notion de neuroplasticité. Voilà, on peut finalement devenir encore meilleur dans un domaine si on s'astreint à se focuser jour par jour sur les petits progrès. Et puis, il y a alors bon, il y a plein d'autres choses. Il y a alors même si le mot thérapie fait un peu peur, mais je pense qu'on a tous besoin d'être en thérapie quelque part, tous. Ou alors d'avoir un coach ou quelqu'un qui nous accompagne, qui n'est pas nécessairement un ami. Parce que voilà, c'est un avis tiers. Et là-dessus, il y a la cognitive, français, Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Je ne suis pas sûr de la traduction française, mais bon, si vous tapez CBT sur Google, vous allez voir très vite. Thérapie cognitive, en gros. Et qui dit qu'en fait, dans les périodes de crise, il faut absolument s'observer le plus souvent possible. Là, moi, je peux vous dire que je me suis rendu compte de quelques petits défauts que j'avais récemment, que ma femme me disait depuis des années. Et tant qu'on n'a pas été confiné, je ne les avais pas vraiment compris. Là, finalement, enfin. Et donc, cette thérapie cognitive, elle dit quoi? Elle dit de regarder tout ce qu'on fait, toutes les patterns, encore une fois, comment dire les patterns, les façons dont on a de faire quelque chose, en fait. Et de regarder leur duration et leur longueur, c'est-à-dire combien de fois on fait cette même chose qui ne marche pas. Donc, ça peut être, par exemple, je vous donne des exemples, ça peut être des mots qu'on dit en permanence qui n'ont finalement aucune efficacité. Et ça peut être des choses qu'on reproduit plusieurs fois dans la journée qui sont complètement une perte de temps. Ça peut être une manière de parler qu'on a avec les gens qui finalement n'amène à rien d'autre de concret. Et donc, c'est d'observer le plus souvent possible, surtout qu'on a l'instant, et quand on a le temps et que c'est difficile, sur ce qu'on peut changer. Bon, j'ai fait un peu un raccourci de cette thérapie. Ouais, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. En fait, tu es en train de parler des biais cognitifs. C'est un vrai sujet. Le cerveau est fainéant. Aujourd'hui, on en entend parler un petit peu à toutes les sauces. Et du coup, je me permets tu es en train de parler de méthodo. Je pense que les gens là voudraient peut-être aller plus loin. Je me permets de parler pour eux. Le biais cognitif, ouais, c'est la fainéantise du cerveau qui considère que les situations qu'il rencontre sont des situations en fait, qu'il connaît déjà ou il va les laisser passer en se disant de toute façon c'est comme ça. Donc comment
comment on provoque ces déclics, comment on arrive en tant que chef d'entreprise à réfléchir sur ces mauvaises habitudes qu'on a, à laisser passer le temps. Quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de changer cette manière de penser, cette manière d'agir, de réfléchir justement? Alors, c'est subjectif, mais j'en connais vraiment deux. Un qui est la mindfulness, donc la pleine conscience, c'est-à-dire en gros, c'est de prendre du vrai temps pour soi, que ce soit 10-20 minutes par jour, et juste d'observer ce qui se passe dans notre esprit sans réaction. C'est tout ce qu'est la pleine conscience ou la méditation ou le mindfulness, peu importe la façon dont on écrit. Mais juste de se poser et de voir qu'est-ce qui vient en permanence. Et souvent, il s'est avéré que c'est les mêmes choses qui reviennent en permanence, c'est-à-dire ce qui obstrue notre esprit, ce qui nous pollue. Et c'est, encore une fois, ça va être la même chose. Et juste de les observer et surtout pas de réagir, de se dire c'est pour ça que je fais mal telle chose. Ok, il faut simplement que je prenne conscience. C'est pour ça qu'il y a un mot qui est en train d'émerger, qui est celui de conscious leadership. On en parle leadership conscient, oui, ou le servant leadership, le leadership qui est là pour servir les autres. Et celui qui est là parce qu'il est conscient pour servir les autres, il est là simplement parce qu'il s'est observé, il a été conscient. Même si ça paraît de quelque chose de banal, et ce n'est pas banal du tout. On dit en moyenne, ça prend 8 ans d'être un leader conscient. Donc, il n'y a rien de banal. De faire cet exercice. Je vous encourage à voir la vidéo sur ma chaîne YouTube .com/standupforpassion d'un certain Rasana Das. Rasana Das, c'est devenu un ami. C'était un jeune de Goldman Sachs à New York et qui s'est rendu compte au bout de 5-6 ans de Goldman Sachs que voilà, il était fait pour faire du spirituel. Il est devenu moine. Donc, il est passé de Goldman Sachs trader à moine en plein New York, en plein Wall Street. Un truc de dingue. Et il ne fait que de parler de ça. Que ce moment de conscience, où plus tu es conscient de ce qui te manque, plus ça va devenir extrêmement précis. Et après, il y en a plein qui appellent ça d'une façon différente. Est-ce que c'est ton shadow, c'est ton ombre, c'est ton challenge pour la vie? Mais je pense qu'on a tous quelque chose sur lequel on va devoir travailler toute notre vie. Le fameux sens. Le fameux sens. C'est Julien, Alexandre Jolien, le philosophe suisse, dit qu'on a tous une partie de nous qui est inconsolable. Mais il faut la trouver. Il faut être très précis sur ce que c'est. Et simplement, plus on en est conscient, je pense, plus on peut être un peu mieux au niveau business. Donc ça, c'est la première chose, Christophe. Et la deuxième chose, c'est vraiment de demander autour de soi du vrai feedback de gens avec lesquels on est proche et surtout… C'est ce que j'allais te demander. Du coup, si tu réponds à cela, puisque tu parlais tout à l'heure de Boris Cyrulnik, et c'est dans la continuité de ta réponse, il parle, lui, de tuteurs de résilience. Et j'aimerais que tu nous aides à les détecter, à les définir. Parce que tu parlais des toxiques, tu parlais des positifs. Ces tuteurs de résilience, comment on les trouve? Comment on sait s'ils sont bons, s'ils sont positifs pour nous? Voilà. Donc, je te laisse continuer, hein, mais je voulais que tu précises aussi ça. C'est passionnant, ces tuteurs de résilience. C'est les gens qui sont là, qui sont des socles, qui sont des fondations, qui sont là à un moment donné. Et je ne vois aucune autre façon que d'observer les gens, vraiment de prendre du temps et pas d'être acteur et vraiment spectateur de ce qui se passe autour de soi de temps en temps. Là, je le dis pour nous qui sommes, je crois que la plupart d'entre nous, là, on est entrepreneurs ou on est assez actifs. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont spectateurs de leur vie, qui ne sont pas assez acteurs. Mais là, je pense qu'on est beaucoup d'acteurs. Donc, le challenge pour les gens comme nous, parfois, c'est de stopper un peu, de ralentir. On parle beaucoup de slow management. Et puis, de vraiment se poser qui est quelqu'un de confiance autour de soi, qui comprend les autres. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'intelligence scientifique, intellectuelle, mathématique, financière, qui est l'intelligence à laquelle on connaît, surtout en France, qu'on respecte, qu'on adule. Mais c'est cette autre intelligence, l'intelligence humaine, l'intelligence des autres, l'intelligence du cœur. Et c'est de trouver ceux qui ont et vraiment ceux qui observent les autres, ceux qui sont toujours à essayer de comprendre les comportements humains des autres et de s'asseoir avec eux et de leur demander vraiment, tu penses quoi de moi, sans réagir, sans essayer d'avoir une espèce de défense. Et qu'est-ce que tu penses des autres personnes autour de nous, dans
dans notre entreprise, dans notre entourage, et simplement d'écouter. Ces tuteurs, je pense qu'on les découvre vraiment quand voilà, quand déjà on fait de la pleine conscience, et on se demande, on peut aussi la pleine conscience, ces périodes de méditation, on peut se demander, c'est une des intentions, on peut se demander qui autour de moi est un tuteur de résilience, c'est quelqu'un qui va m'aider, sur lequel je peux m'appuyer, qui peut dire des bonnes choses à un moment donné, voilà, qui va être quelque part le vieux sage indien, alors que ça peut être même le gardien de notre immeuble. C'est celui qui va dire la bonne chose aux bonnes personnes. J'en ai fait tout un cours une fois sur comme tu sais, j'ai lancé un petit peu tout ce qui est autour du Chief Happiness Officer en France. Et là, dans ce métier, ça tourne beaucoup autour de ça. Trouver ces personnes dans l'entreprise sur lesquelles on peut se relayer, qui sont des tuteurs de résilience humaine et qui ne sont pas forcément au top de l'entreprise. Et d'ailleurs, elles sont rarement au top, d'ailleurs. Il y en a toujours un dans le comité exécutif, là. Il y en a toujours un qui est très, très humain sur 10-12 ou une. Et puis, voilà, 10%. C'est important ce que tu dis parce qu'on est en train de parler des chefs d'entreprise. Bon, d'ailleurs, ça va me permettre de placer aussi deux questions. Ce chef d'entreprise qui lui aussi doit avoir à faire ce travail de résilience, de réinvention de lui-même. Moi, je suis curieux de savoir justement par rapport à son positionnement, et tu sais qu'en France, on est dans une organisation assez pyramidale. Est-ce que ce n'est pas aussi se sentir faible que de devoir réfléchir? Et deuxième point, comment, une fois qu'il a fait ce travail sur lui, il va le partager avec ses équipes? Comment il peut entraîner ses équipes dans cette démarche, justement en se positionnant à leur niveau, en connaissant cette structure pyramidale? Est-ce que ce n'est pas une marque de faiblesse vis-à-vis de ses équipes? Comment ça va être perçu? Quelle est vraiment la démarche, le process pour pouvoir atteindre, parce qu'on parle de globalité, c'est systémique la transformation, elle ne peut pas être liée à un individu, c'est une remarque qui a été faite d'ailleurs. Donc comment elle se fait, comment elle se forme? Non, mais c'est passionnant. Ça fait 6 ans que je suis confronté à cette question, exactement, puisque la moitié de mon temps, je fais ces événements sur la résilience, en mettant en avant ces entrepreneurs. Et l'autre moitié du temps, je suis donc coach en bonheur d'entreprise ou purpose, ou ce que tu veux, mais en intelligence émotionnelle, c'est souvent le mot qui revient le plus. Et là, c'est toujours la même chose que je fais, c'est de prendre les gens en petits groupes. Je ne vois aucune autre solution. Donc, chaque leader doit prendre les gens par 10, 15 personnes. Et je ne connais aucune autre solution que de prendre 2-3 heures et vraiment de se raconter ces histoires à soi. Et à ce moment-là, je peux répondre à ta première question par ailleurs, c'est qu'on enlève le masque, on est vrai, on est ce qu'on appelle au Japon le Roné, on n'est pas le Tatemae, on n'est pas ce qu'on montre au monde, mais on est l'intérieur. Et du coup, on montre sa vulnérabilité, mais ça, tout d'un coup, ça n'apparaît pas comme faible, comme une faiblesse, parce que tout le monde joue le jeu. Et la seule façon que tout le monde joue le jeu, c'est que tout le monde le fasse en même temps, justement. Puisque c'est très dur à faire ça. Donc, quand on prend pour un coaching de 100 personnes, je fais différemment. Mais dès que c'est jusqu'à 30, voilà, 30, on peut passer 3 heures et vraiment se raconter de l'histoire. Et les gens, voilà, on passe dans un autre stade, un stade spirituel, je ne sais pas quoi. Il y a une autre énergie qui se passe et qui fait que les gens ont cette conversation, je l'ai toujours, je l'ai eu avec la Deputy Chief Commissioner de UNHCR, du commissariat aux réfugiés à Genève en décembre. On a passé 2 heures parce que j'ai été engagé pour la communication interne pour ça, parce qu'ils ont des problèmes de genre de trucs. Et on a parlé pendant 2 heures de la vulnérabilité. Elle m'a dit « Oui, mais Arnaud, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui… Moi, je suis un leader, je ne peux pas être vulnérable comme ça. » Je lui ai dit « Et donc, pour la première fois, je ne peux pas vous le montrer en vidéo parce que c'était un événement interne, donc ce n'est pas sur la chaîne YouTube. Pour la première fois, femme de, je sais pas quoi, de pouvoir, de 50 ans, 52 ans, pour la première fois, elle s'est mise à nu, elle a pleuré devant son staff et elle a dit voilà pourquoi elle s'est construite, les éléments qui font que quand elle avait 20 ans, 22 ans, etc. Et je ne connais aucun autre moyen que de se livrer totalement, d'être à nu, de raconter 1 ou 2 histoires très, très personnelles. Et il y a quelque chose qui se passe quand on commence à raconter quelque chose de personnel, c'est que tout le monde veut jouer le jeu et va s'y mettre. Et, et tout le monde, dans n'importe quel… Je dis ça parce que chaque fois je souris, parce que
j'ai été amené dans quelques endroits où c'était que du type A, comme on va dire aux États-Unis, c'est-à-dire macho pur, financier, qui rêve que de chiffres la nuit et qui voit un énergumène comme moi en disant mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et en fait, quand j'arrivais dans l'équipe, ils se sont pris au jeu parce qu'ils veulent être, comme il y a l'ego qui revient, mais bon, c'est autre chose, ils veulent être aimés des autres et que les autres respectent. Ils ont compris que pour se respecter, il fallait finalement, dans leurs termes, apparaître faible, pour vendre tes mots, pendant 1 heure. Mais tout d'un coup, voilà, c'est des gens humains, c'est devenu des gens humains. Donc, pour les équipes, c'est l'outil qui marche le mieux que je connaisse. Et si on peut le faire qu'en petits groupes, parce que voilà, tout le monde joue le jeu et personne ne pourra dire quoi que ce soit de la personne. C'est intime, c'est pas filmé. Et voilà, c'est ensemble qu'on va vivre une aventure. Et pour moi, c'est ça. J'appelle ça du team building. Mais en fait, je viens de me rendre compte qu'en France, quand on dit team building, c'est jamais aussi profond. J'ai eu une conversation il y a quelques jours. Non, mais Arnaud, quelqu'un qui fait du team building depuis 20 ans, qui vend des formateurs en team building, mais le team building, c'est pas ça en France. C'est vraiment le sport. C'est de l'entertainment, c'est l'esprit d'équipe, mais au retour, on se perd peut-être parfois. Justement, on fait du escape game, je ne sais trop quoi. Mais bon, ça c'est marrant, ça mange pas de pain, c'est sympa. Mais moi, je veux des trucs forts qui nous tiennent. C'est un peu cette notion du bonheur où tu me dis si je m'égare, mais cette notion du bonheur où ça ne passe pas par un moment de détente, aller au cinéma. Le bonheur, il est provoqué par un surpassement, par une victoire. Il y a quelque chose derrière, effectivement. Donc, le team building exploite cette donnée-là, exploite cette notion d'en équipe, on va travailler ensemble, on va réussir, mais c'est très éphémère en France par rapport à ce qu'on peut connaître aux États-Unis. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sur la longueur, il y a du challenge, mais du challenge où les gens ne sont pas en compétition au mauvais sens du terme, ils sont en compétition sur même ceux qui ont perdu vont encourager ceux qui sont encore dans la course. Et c'est exactement ça. Et quand tu dis, donc j'ai un peu étudié le bonheur au travail sous tous ses angles. Et c'est passionnant sur toutes les entreprises. Le moment où ils sont le plus heureux au travail, c'est toujours la même chose. C'est quand quelque chose était assez difficile, il y avait un gros challenge, on ne savait pas si on pouvait vraiment le réussir, passer l'obstacle. Et ensemble, les gens se sont soudés. Il y a eu un vrai esprit d'équipe, de corps qui s'est fait. Et ensemble, ils ont gravi, je ne sais pas quoi, le contrat qu'ils devaient faire. Mais c'était un truc qui était, voilà, on ne savait pas si on pouvait. C'était pas complètement irréalisable, parce que là, on passe dans d'autres structures psychologiques, mais il y avait une possibilité de réussir, mais la possibilité de réussir était quand même assez faible. Et une fois que ce contrat est passé, ou je sais pas quoi, la prochaine étape, ou le bonheur d'une équipe est à son pic, en manière générale. Et c'est ce qui fait que les gens sont soudés et restent à terme. Moi, on me demande souvent, Arnaud, comment tu fais pour mesurer ton intervention dans les entreprises? Je dis, c'est très simple. Je prends l'ancien outil de marketing que vous devez connaître, le NPI, et puis voilà, de demander aux gens autour de soi qu'est-ce qui ferait qu'ils rejoindraient la boîte de leurs amis entre 1 et 10. Tu l'appliques dans les sociétés qui n'ont pas, je ne sais pas si je m'explique très bien, mais tu l'appliques dans les sociétés qui n'ont pas vécu comme ça un moment très fort, où tu appliques ce chiffre, le NPS, dans les Net Promoter Score. Tu appliques ça dans les sociétés qui ont vécu un moment fort ensemble, rien à voir, si tu veux. D'accord. Et dans celles qui n'ont pas vécu un moment fort, c'est ce que je leur propose. Voilà, les entreprises qui viennent à moi et qui me disent « Arnaud, il n'y a pas cet esprit d'équipe. Hein. » Écoutez, je vous propose de faire du storytelling, du moment émotionnel fort, et vous allez voir que votre NPS score va augmenter. Et deux choses qui se passent à la fin, bien sûr, c'est que, les personnes ne veulent pas quitter l'entreprise, et puis après, il y a tellement de bien-être qui fait qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir rejoindre l'entreprise, bien sûr. C'est du employee retention à la fin. On a bien avancé, et puis je te remercie Arnaud. J'ai une ou deux questions et tu as parlé, alors tu as cité une femme. Alors moi je regrette pour l'ACB aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans la mixité. J'ai presque honte, mais avec le confinement on a les cheveux qui poussent, donc voilà, on essaye, mais non, je reconnais qu'il va falloir qu'on fasse un effort. Donc mesdames, n'hésitez pas à vous manifester. Elle se manifeste d'ailleurs, elle se manifeste. Voilà, on a besoin.
Et, et alors, j'ai une réponse à la question qui a été posée, mais je vais te la poser, Arnaud, parce que toi, dans tes aventures, tu as dû en rencontrer. Quelles sont des femmes représentatives de cette résilience? Puisque je pense, et même par rapport au confinement, on le voit, elles sont dans des situations, elles sont plus exposées, je pense, que les hommes. Elles doivent se montrer plus résilientes, parce que, mine de rien, moi, je suis très entouré de femmes, aussi bien mon associé que ma femme ou d'autres personnes autour de moi, et j'ai l'impression qu'elles ont plus de choses à faire que nous. Voilà, donc voilà, cite-nous des exemples parce que ça mérite d'être fait aujourd'hui plus que jamais. D'accord, je vais te répondre. Mais disclaimer, comme on dit. Je vais spécialiste là-dessus, même si j'ai travaillé pour pas mal de groupes de femmes, de women empowerment d'ailleurs, mais surtout avec Anne-Claire Legendre, qui est la consul de France à New York, qui est très portée sur ces questions. Et on a réalisé ensemble un certain nombre d'événements autour des femmes résilientes, justement. Et donc, j'en ai plein qui me viennent en tête. La première, alors, vu que j'ai passé 20 ans à l'étranger, j'ai forcément moins d'exemples femmes françaises, puisque mon expérience, je n'étais pas en France. Donc, ça fait 6 mois que je suis revenu en France. Et je suis sûr qu'il y en a autant en France. Mais moi, il y en a plein qui viennent. Il y a Wenyi Tsai, qui est une américano-chinoise, née à un petit village en Chine. Brillante, elle arrive aux États-Unis à 13 ans, elle fait une des plus grandes écoles, etc. Elle travaille dans la Silicon Valley, et puis sinon, c'est pas ça. Moi, il faut que je crée un petit peu de l'impact, un petit bout de femme, et tu la verrais dans la rue. Et puis, elle se barre à 28 ans en Colombie, et là, elle a monté un fonds de $100 millions, un impact fund, qui s'appelle Polymath Venture, que j'ai fait intervenir d'ailleurs. Il y a sa vidéo, j'ai fait intervenir, si vous allez sur la Stand Up for Passion. Et voilà, un petit bout de femme qui se bat pour récolter des fonds qui non seulement font, pour reprendre tes mots, Marc, qui sont bien pour la planète, qui font du profit et qui aident pour tout le monde. Alors, il y a elle qui me vient à l'esprit. Il y a Samira Djouadi à Paris. Samira Djouadi, qui est présidente de la fondation TF1. Elle est née dans 93 avec rien du tout, folle de sport, une envie de dingue d'en découdre. Et puis, mais comme elle était dans une famille qui était un peu plus portée un peu plus sur la réussite des hommes, donc elle s'est cachée pour faire du sport. Elle faisait du sport, elle courait dans les parcs aux alentours avec des chaussures de danse. Elle n'osait pas de dire à sa mère d'acheter des chaussures de sport, tellement elle ne voulait pas que sa mère dépense, je sais pas quoi, les 20-30 € de l'époque. Et puis, bref, elle va devenir championne sportive. Et puis après, elle va devenir prof. Et puis un jour, elle a 26 ans, la nana, ne connaît personne à Paris. Elle se dit, maintenant, je ne veux pas devenir prof. Il faut que je fasse un peu plus d'impact. Il faut que j'aide vraiment les gens de mon milieu ou ceux que je connaisse, etc. Qui c'est qui a de l'argent en France? Elle ne connaît personne. Elle est dans le 93. Elle se fait une liste des gens qui sont importants en France. Et là-dessus, il y a TF1, le lait à l'époque. Là. Et puis, elle l'a fait chier pendant 1 an, tous les jours, au téléphone. Et elle y a été, je ne sais pas quoi, 50 fois. Elle a attendu 6 heures dans la rue chaque fois. Et au bout d'1 an, on l'a reçue. Et lui, il a dit, bon, écoutez, je vous donne 5 minutes. Et elle m'a dit, et puis après, vous partez, s'il vous plaît, vous ne m'appelez plus. Et en 5 minutes, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, elle crée la fondation TF1. Moi, je vais en citer quelques-unes historiques. Il y a J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Vous avez Oprah Winfrey. Il y a également Eddie Lamar. Enfin, voilà, des femmes résilientes. Il y en a un certain nombre. Rosa Parks. Je peux t'en donner à Aruba en Amérique latine. Je peux t'en donner en Népal. Je peux t'en donner au Japon. Ouais. C'est les pays où j'ai vécu, j'ai bossé. Donc, en Moyen-Orient, j'ai tout un tas de bonnes femmes géniales. Caroline Harper, une des plus grosses consultantes des Nations Unies, une femme incroyable de 60 ans avec un phrasé incroyable. Et je lui ai demandé, j'ai rencontré en décembre, c'est elle qui m'a présenté avant que je fasse mon show émotionnel aux Nations Unies. Et la façon dont elle avait de parler, je dis, mais vous avez toujours été comme ça? Bon, ça faisait 2-3 semaines que je travaillais avec elle, donc je commençais à la connaître. Je dis, mais qu'est-ce qui a fait que vous parlez, vous êtes aussi, vous êtes un leader, vous imposez pas et en même temps on vous respecte, on va vous suivre. Elle m'a dit son secret, je m'ai resté là. Je me suis analysé, c'est pour ça que je suis très friand de toutes les analyses. Je me suis analysé quand j'avais 28-30 ans. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des petits trucs. Et j'ai passé 6 mois à noter tout ce qui me manquait au niveau de leadership personnel. Eh bien, j'ai mis 5 ans à travailler point par point
jusqu'à ce qu'il soit OK. Et je puisse continuer d'une carrière, je puisse continuer ma carrière avec un côté, en gros, sain, et je vais réussir et je suis confiant en moi. Donc, des exemples de femmes, j'en ai. Oui, il y en a sûrement un certain nombre, mais c'était important aussi. La question a été posée, donc c'est important d'y répondre. J'ai une autre question. On va changer de sujet. On nous demande, on revient sur le travail en équipe. Est-ce que ça passe par une transformation de l'environnement de travail? Bon, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de télétravail, hein. On a vu le travail collaboratif. Il y a des changements de mode opératoire dans la communication, dans le management. Donc, est-ce que tu penses que toi, justement, ce travail en équipe, on peut le mener et il faut transformer, puisqu'on parle de transformation là, de l'ensemble des organisations, c'était le sujet d'hier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est compatible? À nouveau, ce que je vais dire, voilà, disclaimer encore une fois, je ne suis pas un statisticien, je ne suis pas un mec qui regarde des données. Je suis un practitioner, donc je suis quelqu'un sur le terrain qui a travaillé avec des équipes dans quelques 30 pays. Donc, je vais vous parler que de ce que j'ai vu, de ma propre petite expérience. De ce que j'ai compris d'avoir travaillé dans je ne sais combien d'industries, il y a 10-15% des personnes qui peuvent travailler nulle part et qui ont besoin de ni super bureau, ni d'émotions positives autour d'eux. C'est juste des bosseurs. Ils sont là et on leur demande de bosser quelque chose. Ils le bossent. Qu'ils soient dans un truc où il y a il y a des fleurs au mur, c'est blanc, il y a de la lumière ou pas, ils bossent. Et j'en ai… à un moment, j'avais gagné un truc de start-up. Je devais monter une start-up avec un mec incroyable en 2012. Lui était comme ça. Moi, je ne peux pas. Un ingénieur qui pouvait… Voilà, brillantissime. On avait beaucoup d'argent qui nous avait été donné si on voulait monter quelque chose dans le healthcare. Et au bout d'une semaine, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai besoin de l'espace, effectivement. Moi, j'ai besoin de grands plafonds, j'ai besoin de lumière, parce que c'est ma façon d'être. Alors là, je suis l'opposé. Il y a 15% de gens qui sont comme moi, qui ont absolument besoin de lumière et d'émotions positives, etc. Là, tous ceux qui sont entre le milieu, en gros, les 70%, vont faire mieux si tu fais d'émotions positives, des gens gentils, des tuteurs de résilience, une charte de qualité, une charte de respect, plus de diversité dans l'entreprise, hommes, femmes, mais aussi les couleurs, mais aussi diversity of thought, et diversité de pensée, bien sûr aussi. Donc 70% des gens vont faire beaucoup mieux, c'est clair, que s'il y a un bel aménagement d'espace. Et ça commence souvent d'abord et avant tout par la lumière, avant les couleurs qu'on met au mur. Plus tu as de lumière, plus normalement, encore une fois, si tu mets de côté les 15% qui ils sont là, ils peuvent bosser et quoi qu'il se passe, ils veulent juste le salaire à la fin du mois et puis retournent à leur famille le week-end, ils sont contents. Et c'est 10-15% de la population. Le reste, effectivement, 85% de la population va être dans de meilleures dispositions si tu mets des choses positives, dont le bureau autour d'eux. Et comme souvent les CEO, les directeurs financiers font partie des 15% qui n'ont pas besoin de cette ambiance positive, émotionnelle ou de belles couleurs, etc. Comme les gens qui sont au top ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont cette inner motivation. Donc, c'est pour ça que c'est dur à les convaincre. Ils ne comprennent pas. Ils pensent tous que c'est du superflu et que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, et comme dans le cadre j'ai formé une centaine de Chief Happiness Officers dans le monde. Je suis celui qui en a formé le plus en Amérique latine, en New York, en France, à Paris, à Bordeaux. Et là-dessus, j'en ai une partie qui dit « Oh, j'arrive pas à convaincre… » Je dis ça parce que j'arrive pas à convaincre le boss ou la boss qu'il faut mettre des choses positives, émotionnelles. Et je dis écoute, trouve quelqu'un dans le comité exécutif qui… D'une manière, il y a 10% de gens qui sont à fond là-dedans. Donc, même au top, même dans les top dirigeants, il y a une personne sur 10 il faut la trouver. C'est cette personne qui va avoir le même langage des autres, qui sait parler à un financier, mais parce qu'il a le même verbe, mais qui comprend les autres. Tu vois, et ça, c'est quand même très, très important de trouver ces vecteurs. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu ne peux pas convaincre. Tu ne peux pas dire aux gens, je vais faire du bien et juste imposer des belles choses. Mais maintenant, il faut faut être un peu stratège, quoi. D'accord. Et cet environnement-là, quand on parle de transformation d'environnement, on parle
Donc, on peut parler des locaux, mais est-ce qu'il faut imaginer changer les méthodes de travail? Donc, comme je viens de le dire là, est-ce qu'il faut revenir aux anciennes méthodes de travail ou au contraire rester dans la continuité? Un après-Covid, on va le vivre, l'après-Covid, mais par rapport à cette situation, est-ce qu'il faut être prêt à pouvoir s'adapter, c'est-à-dire switcher de l'un à l'autre, revoir ses règles de travail par rapport à la crise, donc être résistant et pas résilient, ou est-ce qu'au contraire, c'est une transformation complète, c'est-à-dire utiliser ce qui s'est passé là pour changer l'état d'esprit des équipes, changer leur manière de travailler, changer leur environnement? Est-ce que c'est quelque chose à prolonger? C'est cette vraie question qu'on se pose. Est-ce qu'on revient à comme c'était avant ou Alors, est-ce qu'on change complètement? alors encore une fois, juste d'après ce que je comprends, donc depuis le début de la crise, comme tout le monde, hein, j'ai fait une vingtaine de webinaires, mais j'en ai suivi aussi une vingtaine, tous ceux qui m'inspirent voilà, un peu partout. Et de ce que j'ai compris, ce matin, j'étais avec l'organisation de Richard Branson, qui s'appelle 100% Humanity, et on est une centaine de leaders dans la transformation humaine. Et on parlait de ça justement ce matin. Je suis le seul français, tous les autres sont des anglo-saxons, parce que les DRH français, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent mon discours toujours. Et là, c'est qu'on. Il y a deux types de populations. Hein. Il y a ceux qui vont vouloir vraiment une nouvelle ère de civilisation, ce que j'espère, bien sûr aussi, plus humaine, plus sur la compassion, puisque de toute façon, une partie d'entre nous en auront besoin, parce que leurs familles ont été atteintes du Covid-19, ou parce qu'on connaît quelqu'un qui a tout perdu financièrement, il a eu un resto, il a eu un hôtel, je ne sais trop quoi. Donc on aura besoin de compassion, mais il y a des patrons aussi, en France ou aux États-Unis comme ailleurs, d'ailleurs, qui n'attendent qu'une reprise pour faire booster les commerciaux et leur demander de travailler comme des dingues. Ça ne va pas se passer comme ça. Les commerciaux, enfin certains vont le faire parce que c'est leur métier, ils sont payés à la com, un quota, sauf que ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas pouvoir forcer des portes qui sont en béton armé maintenant, parce que les gens ne veulent pas, ou ils ne dépensent pas, ils gagnent leur épargne, etc. Donc je pense qu'il y aura ces deux types de populations. Alors tu me dis quoi faire? Je pense qu'on va être dans de faire parler de ce qu'on est en train de faire, là, que l'humain va prendre toute son importance, quel que soit le mot qu'on met dessus ou comment on parle de l'humain, hein, des mots comme conscious leadership, leadership conscient, servant leadership, on va en parler beaucoup dans les années à venir, ça c'est clair. Mais je crois qu'il y en aura deux qui vont, voilà, il y a ces personnes qui vont être plus réfractaires à ce que je parle, mais plus que jamais. Les 10-15% qui ne comprenaient pas ce que je faisais, moi qui suis dans le côté humain, ils vont être encore plus réfractaires que jamais sur ce dont on parle. Par contre, jusqu'à maintenant, on va dire il y a 30% de la population qui comprenait ce que les gens comme nous ont fait, ce qu'on amène dans le monde de l'entreprise. Et là, je pense que ça va augmenter de 30 à 60, 70%. Donc, il y aura le monde des réfractaires qui vont être plus béton armé que jamais, et le reste qui va vouloir du plus simple, une nouvelle manière de manager. C'est vrai qu'en France, on est quand même beaucoup plus, je me rends compte, pyramidal. C'est beaucoup plus hiérarchique que les Américains. Enfin, alors, je ne dis pas que les Américains sont géniaux, hein, parce que je suis revenu aux États-Unis parce que la France me manquait. Donc, je ne suis surtout pas en train de dire ça. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est clair qu'il va falloir faire sauter certaines choses. Il va falloir s'écouter. Et on le voit déjà avec tous ces Zooms. On le voit parce que tous ceux qui n'étaient pas en position d'écoute de leur équipe. Moi, j'adorais. Donc là, je suis invité pour parler. Mais mon boulot, quand je suis coach, j'écoute. Je fais que ça. Je peux écouter pendant 3 heures et je ne branche rien. Tous ceux qui ne sont pas en position d'écoute, là, c'est très dur aujourd'hui, les Zooms. Là, ils n'y arrivent pas, là. 6-8 heures par jour. J'ai des patrons qui m'appellent, qui me disent leur directeur marketing ou des ventes et tout, ils n'en peuvent plus. Et ils savent, ils ont compris que j'en peux plus, les gens parlent de tout, je ne comprends rien. Et parce qu'ils n'ont pas l'attention. Quand tu es en face à face, tu peux faire une petite blague et puis tu écoutes à moitié ce que dit la personne. Écoute, tu me fais ça, tu en reviens là-dessus. Là, le Zoom, tu es obligé d'écouter la personne. On a cette attention, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus crevé. C'est beaucoup plus crevant de faire un Zoom. Donc, ça demande beaucoup plus, en fait, d'appétence humaine, de compétences sur l'humain, sur l'écoute, sur l'intelligence émotionnelle, etc. Donc, là, il y en a qui sont à la ramasse, hein, qui sont en train de péter les plombs. Moi, ce que j'espère, c'est que ces gens-là vont vraiment péter les plombs, que certaines de ces personnes vont être virées. Je l'ai dit sur scène, ce n'est pas parce que je suis Chief Happiness Officer que je veux que tout le monde soit heureux. Non, non. Je veux que les psychopathes de l'entreprise se barrent.
puisque dans toutes les entreprises que j'ai vécues, tous, hein, que j'ai vues, que ce soit au Mexique, en Colombie ou ailleurs, dans chaque entreprise, ils disent « Ah oui, mais lui, il emmerde tout le monde, mais il faut le garder parce qu'il ramène du chiffre. » Ou elle, c'est un homme ou une femme. Et je me dis « Non, mais tu sais, tu peux continuer à vendre avec telle personne, mais ça sera un peu plus humain. » Et chaque fois, tu as le président, le CEO, le mec, non, je veux garder tel VP machin qui fait chier tout le monde. Et donc là, je pense que ces gens-là vont être. Ça fait 2-3 ans que ces gens, ils n'arrivent pas à aller à l'étape au-dessus, de toute façon. Il y a des grosses boîtes qui m'appellent et en gros, ils me demandent de faire un audit humain. Ils disent, est-ce que tu peux juste parler 2 heures avec elle ou lui et voici, est-ce qu'il a quelque chose d'humain? Est-ce qu'il peut passer à l'étape au-dessus? Et ce dont on apprend, hein, aujourd'hui, les top CEO veulent des gens qui ont cette capacité d'empathie. C'était un peu la question qui était posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit se modifier dans l'environnement? Tu viens de le dire, les hommes aussi, les liens, les relations entre les on a un petit peu débordé, mais bon, c'est tellement intéressant et tellement grisant. On continuera de toute façon, on mettra cette vidéo en ligne. L'autre chose qui est important, c'est que ces échanges continueront de manière physique. C'est-à-dire que dès qu'on pourra se voir de visu, on organisera une suite sur ce thème. Tout à fait. Donc, je te remercie, Arnaud. Je remercie tout le monde. Je vais faire une petite conclusion. Après, je vais donner la parole à l'ACB. En conclusion, moi, ce que j'ai compris de tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'effectivement, il ressort de cette expérience, de cette crise, plein de mouvements positifs. Finalement, au départ, on s'est vu très attentif, très craintif. Il y a eu une résistance, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a mis en place des systèmes de résilience, que ce soit les outils, que ce soit l'environnement, que ce soit les hommes. Les hommes ont réagi. On a su utiliser tout ça. Je pense que même l'ACB a fait preuve de résilience en s'activant, parce que c'est la première fois qu'on mène des initiatives comme celle-là. Donc, c'est vraiment ça. Et ce que je retiens principalement, et que j'ai vu toute cette semaine, c'est que cette résilience, elle repose, quelle qu'elle soit, par des partenariats, par un tissu. C'est systémique, c'est une transformation de l'ensemble de l'environnement. On a vu des relations, des créations de partenariats entre les entreprises, des savoir-faire, des expertises, des partenariats entre les hommes. On a vu hier, on a entendu des exemples. Aujourd'hui, on est en train de parler d'humain. Tu le dis, cette résilience, elle passe par les proches. Hein, il faut savoir interroger ses proches. Il ne faut pas se sentir vulnérable. Donc, c'est une nouvelle manière de se voir. Lutter contre ces biais cognitifs, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Effectivement, se voir différemment, savoir sortir, s'extraire et se réinventer. Merci beaucoup pour cette organisation, Marc. J'ai été enchanté de pouvoir monter ça avec toi. Benoît et l'ACB, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir lancer cette série. Et je vais donner la parole à Benoît et également à Jean-Hervé, qui a fait, et je te remercie Jean-Hervé, hein, qui s'est fait le relais de toute la communication sur les réseaux sociaux, depuis le site web, la newsletter, et qui nous a permis d'atteindre quand même des niveaux de fréquentation et une audience de qualité. Merci à tous nos participants, de ma part aussi, toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant ces jours-là, ces derniers jours. Et je donne la parole à Jean-Hervé maintenant pour qu'il vous passe deux, trois petits mots. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Oui, donc je suis Jean-Hervé Bodibi, je suis le secrétaire général de l'association. Et au nom de Gaël qui a dû s'absenter, je voulais vous remercier pour Arnaud, pour ces éléments en effet très pratiques, concrets et motivants. Et puis bien évidemment Christophe et Marc pour la mise en œuvre de cette série de trois webinaires. Juste une dernière minute, je voudrais voir 2 points. Le premier, c'est dans la continuité de cette série de webinaires. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, de problématiques que vous souhaiteriez voir lors d'une prochaine série de webinaires. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Les coordonnées sont sur notre site, hein, sur www.conquérant-du6breton.pzh. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet et nous mettrons ça en place puisque ça fait partie maintenant de nos priorités et de nos moyens de communication. Le
Le deuxième point, c'est juste un point rapide sur les actions solidaires. Dans le contexte que nous connaissons, il a été décidé au niveau du CA de mettre en place une action solidaire sur la mise à disposition de masques auprès de 2 institutions. Le premier, c'est le Fonds Nominoé sur Rennes. Et le deuxième, c'est au travers de l'association de Anne Romanoff, qui est très, très active dans ce domaine. Donc ça, ce sont 2 actions. Et il y aura aussi des actions vers les adhérents de notre association. Bravo. Merci, Super. merci. C'est en effet le but est de. Il y a un thème qui est très important pour nous, c'est la notion de bienveillance, de partage. Ajoutons la résilience. Et donc ça, c'est ce qui transparaît au niveau des actions du CA et auprès de nos adhérents. Nous avons bien hâte de vous retrouver tous. Avec plaisir. De manière physique. Nous préparons le programme. Là, on va se voir bientôt avec le CA pour préparer le programme. Et puis, écoutez, j'arrêterai là. Prenez soin de vous et de vos proches. On est en train de rentrer dans un week-end prolongé confiné, parce que c'est un peu incohérent, mais bon, week-end prolongé du 8 mai. Et puis, on espère vous voir bientôt. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Benoît, tu veux dire un dernier Oui, petit mot? Benoît. Très, très rapidement, parce que c'est surtout, c'est merci à tout le monde. Je pense que grâce à votre mobilisation et au travail de Marc, de Christophe et puis bien sûr d'Arnaud, on a pu éveiller les consciences, vous faire voyager à travers la vidéo et les échanges. C'est bien le propre de l'ACB, c'est d'être une vraie plateforme relationnelle et c'est globalement l'ambition que nous avons. Merci à toutes et à tous. Et puis, comme le disait Jean-Hervé, prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.